Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais interviewer le docteur Antoine Bouvrez, qui est vétérinaire comportementaliste. Et ensemble, on va parler comportement canin. Mais attention, pas les vieilles théories du comportement. On va parler comportement moderne. Alors, soyez bien attentifs. Allez, c'est parti. Salut Antoine, alors je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ma chaîne YouTube pour cette interview. Donc tu es vétérinaire en pratique canine, c'est-à-dire que tu soignes essentiellement les chiens et les chats, mais tes domaines de prédilection ce sont le comportement et l'éthologie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tous ceux qui nous suivent? Oui, bonjour. Donc, je suis Antoine Bouvrez, je suis docteur en médecine vétérinaire. J'ai fait mes études à l'école Véto de Maison-Alfort avec une 5e année consacrée aux animaux familiers, ce qu'on appelle une pratique canine, donc les chiens, les chats et les lapins, les furets, les petits cochons d'Inde, nos animaux de compagnie. Et puis en parallèle de ça, j'ai suivi un cursus en comportement et en éthologie pour faire des consultations dédiées aux problèmes de comportement que peuvent avoir nos animaux de compagnie. Une idée classique assez répandue, c'est la notion de dominance. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que l'idée de la dominance est une erreur dans les relations entre les hommes et les chiens? Et pourquoi est-ce qu'il faut éviter de chercher à créer des relations de hiérarchie et de subordination avec nos animaux? Alors, la notion de dominance-subordination, comme elle a été, j'allais dire, hélas, enseignée pendant des dizaines et des dizaines d'années, on se rend compte aujourd'hui qu'elle n'a pas, d'abord qu'elle n'a pas de fondement scientifique, qu'elle n'a pas été prouvée chez le chien. Maintenant, ça peut arriver, pour le moment les études ne le montrent pas, peut-être que ça arrivera dans 5, 10 ou 15 ans. La problématique sur cette notion-là, c'est que la notion d'animal dominant, elle nous vient en fait d'études qui datent des années 60 sur le loup. Et donc on a pris des loups et on les a mis en captivité et on a créé des meutes artificielles, c'est-à-dire des animaux qui dans la nature ne vivaient pas ensemble et du coup fort probablement n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Et en plus étaient dans un environnement qui était totalement confiné. Et donc du coup les chercheurs qui ont fait ces expériences-là se sont rendus compte qu'il y avait énormément de conflits. Des conflits liés au déplacement, aux interactions, à la sexualité entre individus, toujours chez le loup, et puis bien sûr aux ressources importantes comme la nourriture. Et bien, comme ils étaient enfermés et qu'ils n'avaient pas le choix que de vivre ensemble, toutes ces ressources-là étaient engendrées et créées énormément de conflits, énormément de bagarres, et les individus les plus forts ou les plus assertifs gagnaient ces bagarres. Et donc, on a créé ce modèle-là de dominance-subordination. C'était chez le loup captif. Et hélas, depuis 50 ans, on le transpose artificiellement chez le chien, donc une autre espèce, et qui est domestique et qui vit avec l'homme. Donc, il y a beaucoup de biais. C'est un petit peu comme étudier la sociologie de l'humain en ne s'intéressant qu'à des prisonniers, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à redire et qui sont fausses. Alors après, effectivement, la notion de ressources, c'est peut-être la seule chose à garder dans cette notion de dominance-subordination. Oui, la nourriture, c'est quelque chose d'important pour les animaux. Oui, les interactions, c'est quelque chose d'important pour nos chiens. Néanmoins, le relationnel que l'on crée avec son animal est beaucoup, beaucoup plus riche que ces quelques règles de vie qu'on a retenues chez le loup il y a 50 ans. Alors c'est super intéressant parce que du coup il y a 15 jours j'ai fait l'interview d'une femme musher donc qui a des chiens de meute, des samoyèdes, des huskies et elle élève ses chiens de manière positive et bienveillante. Donc comme quoi c'est possible et c'est quand même des notions assez récentes en éducation canine. Moi à l'école vétérinaire, donc je suis sortie il y a à peu près une quinzaine d'années, j'avais appris que les chiens on ne devait pas les faire manger avant leur maître, qu'il fallait pas les laisser initier les jeux et pareil qu'il fallait pas les laisser dormir dans un endroit stratégique d'où ils pouvaient tout surveiller. Alors du coup, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ou est-ce que c'est vraiment des notions qui sont dépassées? Alors,
en fait, ces règles de vie, elles sont un peu artificielles. Pour prendre l'exemple de la nourriture, quand on a un animal, par exemple, qui vient beaucoup réclamer à table, qui est très invasif, qui aboie, qui jappe pour avoir un petit peu de nourriture, au bout d'un moment, bah, on en a marre, on lui donne un petit peu à manger, on lui dit d'aller se coucher. Bon. Et je vais dire même le contraire dans cette situation précise, si on oublie un petit peu les dogmes et qu'on rentre dans une logique scientifique et qu'on pense à l'état émotionnel de l'animal et à ses apprentissages, bah dans la situation que j'ai décrite, si le chien n'a pas mangé avant, eh bien il a faim, tout simplement. Et c'est beaucoup plus difficile de faire obéir un animal et de lui demander de rester calme et de lui apprendre à retourner à son panier et à patienter si ses besoins ne sont pas comblés. Et à aucun moment, ça n'est être le dominant de prendre le dessus sur un animal alors qu'il n'est pas bien, il a faim juste. Donc au contraire, si votre animal il est pénible quand vous êtes à table, donnez-lui à manger avant et surtout apprenez-lui à revenir au calme, à retourner dans son panier et à être sage, mais pas pendant qu'il est énervé. Il faut lui apprendre avant, à des moments tout à fait neutres et tout à fait calmes dans la journée, ce que veut dire va à ta place, reste tranquille. Ces deux éléments combinés vont faire qu'on va avoir un animal qui aura ses besoins comblés, qui aura un apprentissage mis en place pour savoir se calmer. Et là, vous allez pouvoir réussir à calmer tranquillement la situation plutôt que de vous énerver, de le punir et de faire monter encore plus l'excitation. Et au final, en tenant compte des états émotionnels et des apprentissages, parce que le fait de lui donner un tout petit peu à manger à table, eh bien, va renforcer les comportements. Donc les théories de l'apprentissage sont largement suffisantes et largement plus cohérentes et largement plus étudiées et scientifiques que ces quelques règles de manger avant ou après, je ne sais plus, de dormir à tel endroit. Si on veut que l'animal monte sur le canapé pour faire un câlin, il faut juste lui apprendre qu'à certains moments, on peut monter et à certains moments, bah, il faut descendre. Mais il faut que ces règles elles soient cohérentes et qu'on les lui apprenne. D'accord. Alors, c'est vrai que du coup, l'idée de la dominance s'est ancrée depuis tellement longtemps et il y a des gens qui vont se poser la question, mais si on abandonne ces règles de dominance, cette notion, il n'y a pas un risque que le chien ne nous obéisse plus et qu'on se fasse déborder par lui si on ne lui montre pas qu'on est le maître en toutes circonstances? Maître absolu en toutes circonstances, elle est tout à fait artificielle. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien lui apprendre. Il y a des règles de vie que l'on va placer. Alors, par exemple, moi, quand je suis en train de travailler, comme maintenant, par exemple, je suis à mon bureau, je suis à l'ordinateur. Je n'ai jamais renforcé mes chiens lorsqu'ils venaient interagir avec moi dans cette situation-là, parce que je ne le veux pas, je ne le souhaite pas. Et je leur ai appris depuis leur plus jeune âge que c'était des moments où je ne souhaitais pas d'interaction. Et du coup, bah, là, ils sont couchés à mes pieds, on les entend pas et ils bougent pas. Par contre, oui, effectivement, quand il y a du monde, quand c'est le moment des câlins, eh bien, ils le savent et j'ai toujours été cohérent dans la manière dont je leur ai appris. J'ai décidé de fixer les règles. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout qu'ils viennent sur le lit pour dormir avec moi ou pour leur faire des câlins. Eh bien, ça n'a pas fait d'eux des animaux agressifs parce que je leur ai également appris qu'il y avait des moments où eh bien, il fallait descendre du lit et que je leur ai appris ça de manière constructive et positive. Et donc, c'est une règle du jeu qu'ils comprennent. C'est vraiment génial, c'est vraiment ça la clé, quoi. C'est l'apprentissage, être cohérent et vraiment se baser sur les règles de l'apprentissage. Quand tu l'expliques, tout est super clair, donc vraiment merci. C'est un beau compliment. Donc dans tes vidéos, je te vois qui donne beaucoup de croquettes aux chiens quand tu es en consultation. Est-ce que tu fais pareil dans la vie courante? Est-ce que tu utilises beaucoup la croquette aussi comme récompense? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le chien n'obéisse que pour la croquette? Et comment est-ce que tu fais justement pour limiter ce risque s'il existe? Ça peut arriver effectivement que le chien n'obéisse que pour la récompense, mais
Si on met en place correctement les apprentissages et les conditionnements, en fait, la récompense, elle est là uniquement dans les premières étapes. Et tout éducateur canin qui bosse correctement sait exactement, une fois que le comportement est ancré et renforcé, comment se passer progressivement de cette récompense alimentaire. Alors, moi, je m'en sers beaucoup en consultation, mais parce que c'est pas le quotidien du chien, la consultation vétérinaire. La consultation vétérinaire, si c'est une consultation de comportement, moi, c'est plus en matière de test. C'est pour voir s'il est impulsif sur la nourriture, c'est pour voir s'il sait se contrôler, c'est pour voir s'il est obéissant, focalisé et concentré au moment où on lui propose quelque chose de très intéressant. Et puis aussi pour faire voir aux gens que si ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'ils essaient de mettre en place un apprentissage, peut-être qu'avec des récompenses alimentaires, en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes, eh bien, on arrive à avoir un chien qui est extrêmement motivé, extrêmement focalisé. Il faut s'en servir. C'est un très bon outil. Après, sur le quotidien, je ne me trimballe pas avec des croquettes partout autour de moi. Quand j'ai une nouvelle chose à apprendre à mes animaux, s'ils en ont besoin, je m'en sers. Mais dans le quotidien, je ne me sers pas de récompense alimentaire. Je récompense à la voix, je récompense par une caresse. On peut récompenser aussi les animaux quand on a l'habitude, mais juste en les regardant, en leur souriant et en leur faisant une petite tape sur la tête. Ça veut dire, ouais, good job, tu as fait ce qu'on a appris et c'est bien et ça se passe bien. Après, je me sers beaucoup de l'aliment, pas comme récompense, mais comme enrichissement de l'environnement. C'est-à-dire que je ne donne presque plus jamais à manger à mes animaux dans une gamelle, parce qu'ils mangent en 2 minutes et ça n'a pas de valeur. Et je leur donne dans des distributeurs, dans des jouets, ou alors je disperse les croquettes dans un jardin pour qu'ils aient le temps de fouiller, fouisser, plutôt que de manger, de se goinfrer en 2 minutes, parce qu'ils sont très gourmands. Ça, c'est effectivement un sujet qui est intéressant et je voulais justement écrire un article de blog en 2018, la fin de la gamelle, parce que c'est vraiment ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, on peut se passer de la gamelle et c'est plus intéressant pour les chiens de faire comme ce que tu fais. Voilà. Après, dernière question. Parfois, quand on doit soigner son chien, pour une plaie ou quoi que ce soit, on est obligé de lui faire mal. Alors, il y a des choses désagréables. Donc, est-ce que tu as des conseils pour rester justement dans la bienveillance et dans le côté positif avec son animal et pas que ça crée des problèmes? C'est à la fois une question passionnante et très difficile à résumer. Mais la première chose, avant de penser à la situation douloureuse et compliquée, il faut voir tout ce qui s'est fait en amont. C'est-à-dire que si l'animal s'est développé dans de bonnes conditions, avec une éducation bienveillante, avec un maître qui ne le trahit pas, c'est-à-dire qui ne le punit pas sans raison, eh bien, on va déjà avoir une relation de confiance entre le maître et son animal. Et ça, cette relation de confiance, au moment où on va devoir faire un soin difficile ou une manipulation un peu désagréable, cette relation de confiance, elle va être extrêmement précieuse. Parce que c'est ce qui va permettre au maître de peut-être maintenir un petit peu, contenir un petit peu son animal, mais l'animal va lui faire confiance parce qu'il ne s'est jamais fait trahir par son maître. Et donc ça, en tant que vétérinaire praticien, ça va énormément nous aider, mais c'est à nous, vétérinaires praticiens, de bien expliquer ça vraiment en préventif, dès le début de la vie du chiot, bien l'expliquer au maître. Et puis après, il y a la manip. En tant que tel, alors il faut que l'animal ait confiance en nous aussi vétérinaires. Il faut qu'on ait fait beaucoup de renforcement à chaque fois qu'on l'a vu. Il faut qu'à nous aussi, pour une part infime par rapport à son maître, mais qu'il ait une forme de confiance vis-à-vis de nous. Et puis qu'on peut donner de la prévisibilité à la fois au maître en leur expliquant exactement ce qu'on va faire, même si c'est pas agréable, en leur expliquant comment ils doivent tenir leur chien et ce qu'on va faire. Parce qu'il y a des maîtres qui peuvent aussi être paniqués de voir leur animal essayer de se débattre parce que c'est pas agréable. Si on leur a bien expliqué, eh bien déjà, c'est plus intéressant, ça passe mieux. Il y a moins de contagion émotionnelle négative. Et puis, il faut que nous, on puisse aussi aider l'animal, éventuellement le sédater, éventuellement adopter des techniques de contention qui sont les moins stressantes, les moins invasives possibles.
Et puis, si c'est des soins qui sont à refaire régulièrement, comme les soins pour les oreilles, hein, pour les animaux qui ont des otites chroniques, eh bien, on a des très bonnes techniques de medical training qui permettent aux animaux d'accepter et de tolérer progressivement, par échelon, des manipulations plus ou moins agréables. Par contre, ça, c'est à mettre en place au moment où l'animal n'est pas stressé et va bien, manipuler son oreille quand il n'a pas mal, et ne pas essayer de lui apprendre une manipulation de l'oreille au moment où il a une oreille très moche et très douloureuse et où il est très irritable. Tout à fait. Donc c'est vraiment un travail en amont et voilà, c'est ce que tout le monde doit faire dès les premiers mois, habituer à son animal à être manipulé. Si on pense qu'un animal est trop douloureux, trop réactif, trop stressé, trop craintif, qu'on ne le connaît pas assez et que la manip sera difficile, eh bien peut-être qu'il faut le sédater légèrement pour faire bien son travail en quelques minutes, rapidement, proprement, voilà, pour faire une belle radiographie, pour faire une belle échographie en un quart d'heure, 20 minutes, mais avec une bonne qualité technique, plutôt que de se battre pendant 45 minutes avec un animal qui, la fois suivante où on le verra, là pour le coup, va avoir eu une très mauvaise expérience et on va avoir perdu beaucoup de points pour l'animal en faisant un travail de qualité moyenne. Là encore, c'est une question d'apprentissage. Il aura appris qu'il peut se passer des choses pas forcément agréables et voilà. Il sera sensibilisé. Ouais, il peut devenir phobique du vétérinaire. Ouais, c'est ce qu'on ne souhaite pas, nous, en tant que vétérinaire. Bon, merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment plein de réponses super intéressantes et vraiment riches d'enseignements pour tous les propriétaires de chiens. Mais ça marche aussi pour les chats. Il faut savoir que la bienveillance et rester sur une relation bienveillante et des apprentissages et essayer de faire des choses toujours de manière positive, ça marche avec tous les animaux, hein, c'est la base du dressage en fait. Voilà, cette interview est maintenant terminée, donc merci de l'avoir suivie. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces réponses hyper intéressantes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment du contenu super intéressant pour tous les propriétaires de chiens et aussi pour tous les vétérinaires. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas, les animaux sont en équilibre, alors protégeons-les. Ciao!